Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Dans cet épisode, je reçois Li Chun Feng, créateur de l'entreprise FengTech. Comme vous le constaterez, Li Chun a participé à beaucoup de programmes organisés par Laval Mayenne Technopole. Et de plus, peut-être que c'est notre meilleur participant à l'ensemble de nos événements. Ainsi, nous évoquerons l'incubateur de Laval Mayenne Technopole, la pépinière, les challenges compétences et le projet européen iCare for Farms coordonné par Laval Mayenne Technopole. Dans cette conversation, Li Chun Feng revient sur les raisons de la création de son entreprise. Pourquoi faut-il parler de son idée innovante même si nous pensons que c'est secret? Comment le marché s'est-il révélé? Puis il vous donnera un exemple concret de progression et évolution de son produit grâce à ses premiers clients. Encore une belle aventure que je vous invite à découvrir. Bonne écoute! Bonjour Li Chun Feng, merci de participer à ce podcast sur les 25 ans de Laval Mayenne Technopole. Tu es créateur de l'entreprise FengTech, que je connais depuis ses débuts, car Li Chun était aussi hébergé dans les locaux de la pépinière. Et donc cette interview, c'est aussi l'occasion de se revoir. Tout à fait, ça fait plaisir. Alors rapidement, est-ce que tu peux te présenter et puis comment tu as eu l'idée de créer FengTech? Merci de m'avoir invité à parler un peu de FengTech. Et donc je m'appelle Li Chun Feng. En 2010, j'ai créé l'entreprise FengTech avec ma femme France Feng. Et l'idée, en fait, j'ai réfléchi depuis très longtemps sur ces technologies de chaleur renouvelable. Parce que les technologies, à l'époque, aujourd'hui encore, sont beaucoup plus chères que les fossiles. Pourtant, c'est une énergie qui est gratuite et son transport est aussi gratuit. Donc on se demandait pourquoi pas faire un système avec le captage et stockage et usage associés dès le début. Parce que ce sont des réflexions depuis très longtemps et que j'aurais aimé travailler dans une entreprise qui fait ça et finalement personne ne le fait, donc on se dit on se lance là-dedans. Et qu'est-ce qui a créé l'étincelle pour te lancer dans ce projet? Ça, c'est une très bonne question. En fait, moi j'étais toujours salarié jusqu'avant de créer l'entreprise FengTech. J'étais toujours responsable de développement technologique, recherche et développement. Je voyais comment il faut le faire. Si je ne le fais pas, quand j'aurai 80 ans, j'aurai des regrets. Et j'aime pas trop dire à mes enfants, mes petits-enfants, que le grand-père aurait dû faire et il n'a rien fait. Donc je me suis dit, puisqu'on peut le faire, et c'est un moment de sa vie, et pourquoi pas de se lancer et faire ce qu'on a envie de faire et tester que les technologies sur papier, est-ce que ça peut produire de bons résultats sur le terrain. C'était vraiment l'idée comme ça, de faire les choses différemment par rapport aux technologies existantes. Et je pense que ça, c'est vraiment depuis longtemps, ce type de technologie, c'est de l'avenir. Et qu'à l'époque, la transition énergétique n'était pas encore très à la mode, mais on voyait bien qu'il fallait un progrès technologique, pas seulement le mien, l'ensemble, développement de comment l'énergie renouvelable soit fait un grand pas en avant. Est-ce que tu peux nous préciser donc, ce que propose FengTech? Ah oui, quand on regarde très près l'énergie renouvelable, de façon générale, tout le monde observe la même chose en fait, surtout solaire, photovoltaïque comme photothermique. Il y a le captage, et la nuit, il n'y en a pas, et il fait mauvais, il n'y en a pas. Donc comment peut-on associer le captage, le stockage avec l'usage? Donc l'idée est très simple, c'est comme un puits, en fait un puits d'eau, et quand il y a de l'eau dedans, quand on a besoin, on va le chercher. Ce puits d'eau, ce n'est pas le moment qu'on a besoin, on attend que l'eau qui tombe du ciel ou rivière, machin, il est déjà stocké. Et l'ambition était très forte, ça veut dire, en fait, nous voulons trouver une méthode qui peut faire une économie très importante de l'énergie thermique dans le nord-ouest de France. Là, il fait un peu, le climat est changeant, quelquefois nuageux. Et là, il faut une technologie. C'est bien là que le progrès, et on a déposé depuis 6 brevets dans ce domaine-là. Il faut qu'un système comme ça soit pas cher.
Ça, c'est important. Pas cher, ça veut dire par rapport à l'énergie fossile actuelle, on est compétitif. Voilà. Évidemment, il s'agit de centrales énergétiques, donc sur 20 ans, on est très compétitif. Sur 3-4 ans, ça ne va pas, mais c'est comme ça que l'idée était née. Après, il fallait quand même ramer pour mettre ça sur pied, et puis tester, et puis après, déploiement chez les clients. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es rentré au contact avec Laval Mayenne Technopole? Ah, ça c'est intéressant, je me souviens très bien. Oui. J'avais l'idée, à l'époque, j'avais parlé avec Christian, enfin je connaissais Christian Travier depuis longtemps parce qu'il était directeur de recherche et développement chez Dirix. Et puis à ce titre-là, j'ai connu déjà Technopole et puis on travaillait déjà ensemble. Et puis je lui ai parlé de ce projet et il m'a dit pourquoi pas de passer par le comité de l'incubation, Voilà. de rentrer dans l'incubateur, etc. Et comme ça, je ne serais pas seul parce qu'au début j'étais seul. Et puis il peut y avoir des aides autour. Et puis éventuellement, si je passais par le comité, il peut y avoir aussi des aides de soutien financier. Et c'est comme ça que je suis venu, voilà. C'est comme ça que je suis venu et c'était très intéressant. Je me souviens quand j'ai raconté cette histoire-là, il y a un comité, je ne sais plus combien, il y a Sandrine qui était là, et il y avait une quinzaine de personnes. J'avais vraiment pas grand-chose, j'avais un papier, quelques schémas, je disais ce que je voulais faire, j'étais même pas sûr que je me fais comprendre, pas. Et puis la conclusion de ce comité, c'était très intéressant. Et M. Feng, on a compris ce que vous voulez faire, mais on n'est pas sûr. Donc on vous accorde la moitié d'une enveloppe. On s'engage pour dire l'année prochaine, vous repassez devant nous, on décidera pour l'autre moitié. Bon, j'ai dit écoutez, c'est très bien, c'est déjà très très bien. Et puis on verra. C'est vrai que j'avais vraiment que l'idée, il n'y a rien de concret à présenter aux gens. Et je pensais que au moins j'ai reçu des soutiens moraux. C'est même pas sûr qu'ils ont bien compris ce que je voulais faire. Je ne sais pas ce que c'est ça. Je n'étais même pas sûr que j'étais capable d'expliquer clairement ce que je voulais faire. C'est pire encore. Voilà. Ça, c'est aussi un problème. Il y a deux problèmes, en fait. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, surtout qui voulaient se lancer, ceux qui sont issus des techniques, c'est mon cas. J'étais toujours dans le domaine technique, gestion des techniques. Donc, on a une espèce de notion de secret. Souvent, les brevets n'est pas déposé, donc on ne va pas dire aux gens, etc., etc. Ce qui est normal, il faut protéger. Mais quand c'est trop de secrets non dits, en face, ils n'ont vraiment pas compris la chose, et qu'il n'y a pas vraiment de communication. Au début, je pense qu'il y a les deux sens. C'est pas ils n'ont pas rien compris, c'est que j'ai rien dit de concret. Donc c'est ça le vrai problème. Et maintenant, j'ai changé il y a 10 ans après. Je dis ce que j'ai à dire. À l'époque, non, à l'époque, je ne disais pas grand-chose de technologique. Je pense que c'est trop de protection, ça bloque les communications. Il y a juste le milieu. Ça, c'est très important. Comment tu as été dans le concret? J'ai développé ces idées-là. Et puis, avec la Technopole, j'étais incubé, là, après, depuis le comité. Et puis, j'ai rencontré aussi des gens de l'OSIO, maintenant, ça s'appelle BPI France. Et je pense que j'étais très chanceux parce que j'étais aussi aidé par BPI pour la clôture. Et il fallait 5-10 minutes et ils ont compris ce que je voulais faire. Donc, ils m'ont accordé une subvention assez forte. Selon eux, c'est le maxi qui peut accorder aux gens comme nous. Et c'était parti. L'idée de fond d'origine, c'est de faire une clôture qui capte, une clôture périmétrique, qui va supporter un captage de rayonnement solaire, qui peut être un échangeur avec métallique, avec l'air, aérodérmie, aussi avec stockage dans le sol, avec géothermie, tout ce système-là qui fonctionne pour réguler la production de chaud et de froid. Et l'ambition est très forte, c'est-à-dire chauffer des entreprises avec 80-90% d'économie d'énergie. On arrive à faire un prototype qui est superbe et on n'a pas rencontré de marché. On a déposé 3 brevets dessus. On s'est dit que technologiquement c'est sympathique, mais on n'a pas de clients, donc ça ne tient pas longtemps. Donc ça va mourir. Et c'est là, on ne va pas mourir, donc on se dit qu'est-ce qu'on fait? Produit innovant, superbe, et je pense que c'est toujours aujourd'hui encore superbe. Et surtout là, je voulais dire quand même dans l'innovation, le marché est très important. Enfin, ça veut dire en face de vous, quelqu'un qui est prêt à payer pour avoir votre produit-service. Et à l'époque, j'avais pensé, le premier marché, c'est collectivité, genre le lycée, tout ça. Deuxième, c'est des entreprises. Troisième, c'est des privés, particuliers. Quatrième, peut-être plus tard, les éleveurs, enfin les paysans. Et dans la réalité, 3 ans après, je regarde qui achète mon affaire. Le premier client, c'est des éleveurs. Quelques-uns, l'installateur particulier, aucune entreprise, aucune autre collectivité, aucune, zéro.
Mais bon, aujourd'hui encore, hein, c'est zéro. Bon, je dis que voilà, c'est clair, le marché te dit quelque chose de très fort. Tes clients, ce sont des paysans. Et il fait confiance à toi, et allons-y, voilà. Et là, on a développé un autre produit en 2013 pour les élevages. Et c'est là qui nous fait vivre, en fait. Bon, je peux dire quand même déjà que mes premiers clients, maisons, fermes laitières, fermes de veaux, sont tous mayennais. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, il y a 20 installations en Mayenne. Ça fait longtemps, les records de Fintech, c'est en Mayenne, mais depuis 2 ans, la plus grande installation est à côté de Lille. Mais ce sont essentiellement les éleveurs. Parce que, en fait, on fait un produit adéquat, une production de chaleur, thermique à l'eau chaude, de grande quantité pour leurs besoins, et ça leur permet de faire des économies. Ça, c'est quelque chose de fort, et je pense que c'est là, je disais, je suis très chanceux parce que c'est pas un milieu naturel pour moi, l'élevage, parce que je n'étais pas issu de ce milieu. Je pense que j'ai rencontré des gens qui ont su fait comprendre ce qu'on fait. Une fois ils l'ont compris, ils ont pensé que ça ne peut que marcher. Et le premier client, je me souviens très bien, j'ai expliqué, j'ai dit, j'ai pas de référence. Je sais que ça va mieux marcher, mais j'ai pas de référence. Réfléchissez. J'ai dit, écoutez, on a tout réfléchi, on n'a pas besoin de réfléchir, on signe tout de suite. Il y a des gens innovateurs dans nos campagnes, et ils sont tellement forts, sans aide biblique, sans référence, avec l'explication suffisent pour dire on y va. Donc l'innovation, il faut produit, évidemment, il faut le marché, mais ce n'est pas suffisant parce que pour que les gens achètent ton produit, il faut la chance de rencontrer le client en face de toi. Sur le développement de la technologie, je voulais dire aussi quelque chose là-dessus, parce que j'ai les premiers clients qui ont testé la technologie de première génération. Après, ce type de clients, ce sont des gens très intelligents, très actifs. Ils nous donnent des suggestions pour que le produit puisse être amélioré. Donc c'est comme ça, c'est avec mes premiers clients, je dirais innovateurs. Donc le produit, c'est sans cesse de progresser depuis quelques années. Et pour dire, dans les stockages d'énergie, au début, les stockages d'énergie dans les fermes, on les stocke dans des ballons. Et il y a des vides sanitaires dans lesquels les ballons sont hyper stockés, donc on jette la chaleur dans la nature. Et puis, ils ont dit pourquoi pas de stocker la surproduction de chaleur dans le sol. Donc, on a testé aussi ces technologies-là il y a 2 ans, 3 ans, bientôt 3 ans. Donc, en fait, stockage dans les ballons et stockage dans le sol, tout ça petit à petit avec nos clients innovateurs. Fintech progresse avec eux, évidemment pour eux, enfin pour les futurs produits. C'est comme ça que les choses progressent. On n'est jamais seul. C'est ça qui est très important. Innovation avec tout le monde et pour tous. Qu'est-ce que tu retiens de ces années, que ce soit dans l'incubateur ou dans la pépinière? Il y a beaucoup de choses. Moi, il y a quelques images qui me... C'est vrai que déjà, au début, on est seul. Je pense que d'être seul, enfin, l'homme n'est pas fait pour être seul. Donc déjà, dans l'entreprise, c'est pire encore. Donc dans la pépinière, on peut rencontrer des gens de différents horizons. Déjà, avec Céline, hein, je me souviens que donner quelques tuyaux dans la communication, c'était quand même très fort, très important. Et il y a Antoine Thiebaud, hein, qui était à l'époque, qui est mon interlocuteur privilégié. Et on discute très souvent. Et il y a Question, naturellement. Et puis quelquefois Valérie. Hein. Enfin, il y a longtemps, je me souviens. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai des gens qui m'écoutent. Alors, quelquefois, qui me donnent des tuyaux, hein, c'est vrai. Mais je dirais que j'attends pas non plus des solutions miracles qui vont venir de mes interlocuteurs, mais je pense qu'au moment qu'on est seul, on ne sait pas où on va mettre les pieds, etc. Et tout est compliqué. Quelqu'un qui nous écoute, écouter activement, de temps en temps, donne des conseils qui permet à l'entrepreneur de trouver la voie, pas s'en sortir, mais évidemment, et mettre ses idées en clair et pour faire ce qu'il y a à faire. C'est très important. Je pense que c'est l'aspect psychologique, avant tout, en ce qui me concerne, hein, c'est très important. Et je me souviens aussi comment Antoine Thiebaud, quand j'avais le premier conteneur qui est arrivé, j'étais tout seul, donc il m'aide pour décharger des choses. Ah ben, il y a beaucoup de choses comme ça, l'image qui me reste très claire dans ma tête encore. Hein. C'est important, je pense que l'innovation, l'idée doit être portée par l'individu, l'entrepreneur, mais on n'est jamais seul en fait dans une société d'innovation. On doit se faire entourer, même écouter des critiques ou des compliments quelquefois, écouter le marché, et puis aussi, moi je pense qu'il y a un point, c'est important en ce qui me concerne, hein, c'est qu'il faut avoir un objectif.
au début, il faut trouver des satisfactions dans ce qu'on fait. Évidemment, on n'a ni produit ni marché. Rêver d'être riche ou gagner de l'argent, c'est presque idiot parce qu'il n'y en a pas. Donc il faut que chaque progrès, on soit content de ça. Parce qu'au début, mon objectif est très simple, faire 30% mieux que les autres. En faisant, c'est ridiculement simple. Enfin, 30%, l'objectif est trop faible. Donc 50 et 60. Et maintenant, on fait quand même bien mieux que les autres. Enfin, bien mieux, c'est facile parce que les autres, c'est d'anciennes technologies il y a 20 ans. Faire mieux que les vieilles technologies, c'est qui est normal quand on fait l'innovation. Mais on fait l'objectif et on donne satisfaction. Et ensuite, c'est pas fini, il faut que ça soit reconnu par le marché. Enfin, ça, c'est plus dur, hein, quand même, il faut y aller. Mais on a des satisfactions avant de gagner l'argent, je dirais. Et ça, c'est important pour un innovateur parce que ça tient le moral, en fait. Ça tient quelque chose de moral. On est content de ce qu'on fait. Là, c'est un compliment, il faut qu'on se fasse pour soi-même. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, la question est d'un peu changée parce qu'on a le produit, il est déjà testé depuis des années, 7-8 ans, et on a le marché reconnu par les éleveurs. Ça, c'est la plus grande force qu'on a. Venez voir, discuter avec les éleveurs, et ensuite on verra. Donc ça, c'est très grande force. Donc aujourd'hui, on est en train de regarder le marché. On est dans la phase de déploiement avec toujours les partenaires, installateurs et des prescripteurs. C'est difficile, il faut dire quand même c'est difficile. Maintenant, c'est Hugo Gélant qui est au responsable commercial qui fait ça. Donc chacun son rôle, parce que les techniciens, ils sont peut-être doués dans le développement de produits, mais sur le marché, ils ne sont vraiment pas l'homme de situation. Donc il faut tout le monde. Tu as participé au challenge compétences. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Oui, j'ai participé 3 fois. Et je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que l'entrepreneur doit être capable d'expliquer ce qu'il fait rapidement aux jeunes qui ne connaissaient pas du tout son affaire. Donc c'est quand même un exercice et demande préparation. Et deuxième, c'est que le reflet des jeunes, dans le sens réalité virtuelle et le marché, enfin, en ce qui me concerne, hein, c'est plutôt ces choses-là qu'on a regardées, et peut donner des idées innovantes, mais quelquefois booster un peu la réflexion pour dire et demain, qu'est-ce que vous voulez faire et dans quel domaine? Je prends un exemple concret, mon site internet. Ils regardent, les jeunes, ils disent qu'ils n'ont pas compris grand-chose parce que c'était pas clair. Ah, c'est pas très marrant. Et voilà. Et après, leur sujet, c'est de dire comment ils voyaient la chose pour que ça soit beaucoup plus clair pour la plupart des gens qui regardent le site, expliquer plus clairement. Et après, évidemment, j'ai entendu le message et puis j'ai lancé la modification du site. Tout ça, c'est un exemple. Et avec la réalité virtuelle aussi, on a fait des maquettes pour montrer comment la chaleur change à l'intérieur du ballon et au fur et à mesure, la technologie. Que de voir une réalité, on ne le voit pas du tout, parce qu'il est à l'intérieur. Je conseille des gens de faire ça. On passe un peu de temps avec les jeunes. Il faut, au début, pour qu'ils puissent bien saisir le problème de l'entreprise. Et ensuite, ils font un plaisir de proposer, quelquefois de critiquer à ce qu'on fait, qui est très positif. Hein. Voilà, moi je suis très satisfait de ce qu'on faisait. Chaque fois, il n'y a pas une seule fois qui est différent. Je conseille ceux qui n'ont pas fait, il faut qu'ils viennent. Est-ce que tu peux nous parler du projet européen qui s'appelle iCare for Farm? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça apporte à FinTech d'être dans ce projet européen? Oui, ça c'est un très grand projet et qui a été lancé mars l'année dernière avec 5 pays et 9 partenaires dans le nord-ouest de l'Europe. L'idée, c'est de faire la promotion de solaire thermique dans ces exploitations agricoles et pour réduire l'émission de CO2, comme un déploiement de ces technologies-là, de nouvelles générations de solaire thermique. Et heureusement pour nous, que la technologie de FinTech était considérée comme la prochaine génération de solaire thermique. Je pense que c'est d'abord pour FinTech, hein, c'est très important d'être reconnu à ce stade-là. Il y aura 4 pilotes construits dans 4 pays, en France, l'Angleterre, Pays-Bas et Belgique. Et après ça, il y aura déploiement de 17 sites, en fait pour faire connaître l'efficacité de ce système-là. Je crois que c'est important. C'est une sorte, je traduis, c'est une sorte de soutien dans une technologie émergente pour un objectif de réduction de CO2, émissions de CO2, et même, je dirais, dans la neutralité carbone. Parce que je ne sais pas si cette notion est très claire pour tout le monde. Neutralité carbone, c'est aujourd'hui, c'est 2050, il y aura 0 émission de CO2 en plus en Europe. Et beaucoup de sociétés qui ont mis l'objectif à 2040, à des émissions à 0,
Et surtout que ceux qui vendent des gaz ou du pétrole, c'est pas facile. Donc il faut voir comment la prochaine technologie d'énergie qui ne sera pas émetteur de CO2. On est dans une vraie période de révolution énergétique dans le monde entier. Et GovFunkTech, on est dans ce mouvement-là sans savoir l'objectif du monde entier, mais on propose des solutions qui peuvent être un moyen efficace de réduction de CO2 fort, tout en contribuant à la production énergie thermique. Donc c'est ça que je pense qu'il y a de quoi faire. Avec Forpam, c'est beaucoup d'ambition, donc travailler avec les collègues européens. Donc un premier pilote français est en train d'être installé. Fin avril, ça sera installé. Voilà, donc ça va fonctionner. Voilà, à côté de Mans, ça fonctionne déjà, on est sûr. Donc après, on aura une image de communication un peu plus forte au niveau européen pour le pilote français qui était financé quand même par la communauté européenne. Oui, et puis de toute façon, ça reste toujours sur le marché de l'élevage. Ah oui, tout à fait. Parce que dans ce monde-là, c'est important le concret. Il faut que ça fonctionne, fiable et concret et pas cher. Et parce que les éleveurs, ils m'ont dit dès le début, très clairement, et d'ailleurs ils sont des amis, je veux dire que, ils ont dit que si ça ne marche pas, on ne peut pas avoir 2 ou 3e installation. C'est fait. Voilà. Et sinon, selon toi, c'est quoi l'innovation ? Moi, je pense qu'être innovateur, créateur d'entreprise innovante, il faut un sacré coup de sens et quelquefois insouciance. Ça veut dire en fait, on a une bonne idée, on pense qu'on a une bonne idée, on se lance, on a quelques sous dans la poche, et une fois il n'y a plus de sous, et c'est fini. Et c'est en faillite. Ça, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Et quand on fait la vraie innovation technologique, et on n'a ni produit ni marché. Donc en fait, je suis presque certain, on ne va pas très loin. Mais de temps en temps, par chance, on peut ramer quelques années après, trouver le produit, et en même temps, trouver le marché. Quelqu'un qui achète le produit. Et là, trouver le produit déjà, il faut beaucoup travailler, qui n'est pas hyper fini. Dans l'innovation, il faut produit, marché et sacrée chance. Tout ça, il faut se faire ensemble. Sinon, innovation n'aura pas de reconnaissance de marché. Donc ça veut dire que la société, à un moment donné, est obligée de fermer la boutique parce que une société commerciale ne peut pas vivre sans rien. C'est normal. Et en ce qui nous concerne, ce que je voulais dire, FunkTech est créé en Mayenne, à Laval. On a créé nos produits. Évidemment, on pense que c'est le meilleur du monde, mais pas vrai, c'est pas grave. Ce qui est pour moi un sacrée chance, c'est que j'ai rencontré à un moment donné, 2012, 2013, des éleveurs de Mayenne. Et je ne sais pas pourquoi, ni comment. Évidemment, j'ai expliqué pourquoi je fais ce truc-là. C'est M. Abafour et M. et Mme Jécu, à côté de l'écran, c'est livré à la touche, qui m'ont fait confiance. M. Abafour, c'est à côté d'Evron. Et sans référence, ils ont acheté le produit. Même aujourd'hui encore, je pense que c'est un sacré coup de chance. Ce marché, c'est soutien moral et aussi peut-être un soutien intellectuel en quelque sorte. On pense que ton idée est une bonne idée, je suis prêt à acheter. Enfin, j'achète, c'est pas je vais acheter. Sans référence, ils ont créé la référence. Pour les innovateurs, pour moi, je pense que c'est très fort. Et aujourd'hui, il y a 2 fermes laitières et 10 fermes de veaux qui sont installées et fonctionnent bien depuis le début. Et c'est ça que je voulais dire. Donc, reconnaissance à innovateurs de nos éleveurs et mayennais. Et puis, ça permet de développement de FunkTech vers Lille, vers Normandie et Bretagne. Et donc, d'origine, c'était bien la Mayenne, mes clients. C'est ça que je voulais dire. C'est très important et je les remercie du fond du cœur. Merci Lin Chunfeng pour cette vision de la création d'entreprises innovantes, de tes partages d'expériences. En effet, à Laval Mayenne Technopole, nous sommes persuadés qu'il ne faut pas attendre d'avoir le produit parfait pour se lancer et que c'est avec les premiers retours que l'entreprise pourra progresser et pouvoir faire évoluer son produit. C'est tout à fait normal. L'entrepreneur qui ne veut pas parler de son idée, c'est aussi quelque chose que nous voyons passer tous les jours. Et c'était important que tu puisses faire ce retour avec le recul, car finalement, en ne disant rien sur l'innovation, les gens ne peuvent pas aider de manière complète. Et je pense qu'il faut aussi avoir en tête que l'idée n'est pas seulement constitutive de la réussite d'un projet, mais c'est bien l'exécution qui fera la différence. Le projet européen iCare for Farms est coordonné par Laval Mayenne Technopole et est un exemple d'application concrète pour une entreprise innovante.
Et si vous voulez en savoir plus sur les projets européens, vous pouvez écouter l'épisode 6 avec Valérie Moreau. Le challenge compétences, donc qui fête ses 10 ans cette année, nous aurons l'occasion d'en reparler plus précisément avec Charlotte Duval. Et la semaine prochaine, c'est une entreprise qui a été hébergée dans la pépinière de Laval-Mayenne Technopole et qui connaît une belle croissance que nous allons découvrir. À la semaine prochaine! Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.